Le chien, le meilleur ami de l'homme. Voilà bien l'expression qui définit le mieux notre relation avec les chiens. Les espèces humaines et canines semblent presque indissociables. La place du chien a depuis longtemps dépassé celle d'un simple animal. Je suis presque convaincu qu'on ne trouvera pas de relation aussi intense et aussi ancienne entre l'homme et une autre espèce animale avant très longtemps. Aucun autre mammifère sur la planète ne présente autant de différences morphologiques, physiologiques et comportementales au sein de sa propre espèce. On compte désormais sur Terre plus de 500 millions de chiens. Un chiot naît chaque seconde. Si on regarde les chiens, ils passent plus de temps avec les humains qu'avec les membres de leur propre espèce. Il faut qu'ils se fassent à cette nouvelle vie. Il faut qu'ils survivent dans ce nouvel environnement et pour ça, ils doivent apprendre un tas de choses. Ensemble, nous formons un duo unique dans le monde animal, fruit de 15 000 ans de coexistence. Les chiens nous sont si familiers qu'on en oublierait presque combien ils peuvent être fascinants. À la suite des travaux des éthologues, chercheurs et éducateurs qui les côtoient, une nouvelle image des chiens apparaît. Leur sens exceptionnel et leur formidable faculté d'adaptation à l'homme leur permettent de tisser des liens toujours plus étroits avec nous. Si on prend les hommes comme un problème que les chiens doivent résoudre, alors oui, ils font preuve d'une grande faculté d'adaptation. Et on peut dire que c'est une forme d'intelligence. C'est une certitude, l'ancêtre du chien est le loup. Comment ces deux espèces, Canis lupus et Canis familiaris, se sont-elles séparées au fil des millénaires? Parmi tous les animaux domestiques qui nous accompagnent aujourd'hui, bien avant la domestication du dromadaire et du cheval, 5000 ans avant notre ère, bien avant la poule, le chat, la vache, le cochon, le mouton ou la chèvre, le chien est le premier animal, et de loin, domestiqué par l'homme. Bien avant que ce dernier ne maîtrise ni l'agriculture, ni l'élevage. Le chien est apparu en Eurasie. Les premiers fossiles de squelettes de chiens ont été datés avec certitude à 15 000 ans avant notre ère. Mais que s'est-il passé avant cette date ? Au Muséum national d'histoire naturelle de Paris, cette question occupe les archéozoologues. Spécialistes de la domestication et de l'histoire conjointe des hommes et des animaux, ces chercheurs ont étudié ce processus majeur qui a vu le passage du loup au chien. L'un des scénarios possibles, c'est un rapprochement du loup et de l'homme dans la chasse. Ce sont deux espèces qui chassent très souvent en groupe, qui ont des stratégies, des tactiques de chasse qui peuvent être comparables. Ce sont deux espèces aussi qui ont les mêmes gibiers. Donc on peut très bien imaginer que le loup et l'homme se retrouvent autour des proies, soit parce que l'homme vient de la tuer et en a prélevé les parties qui l'intéressaient et que le loup vient finir le travail d'une certaine manière, ou inversement, pourquoi pas. Donc autour de ces proies, il y a aussi un contact, une familiarité qui s'instaure entre le loup et l'homme. Il peut y avoir familiarité aussi autour des campements humains, qui génèrent un certain nombre de déchets qui peuvent attirer les loups. Ce dont on est convaincu maintenant, c'est que c'est un rapprochement mutuel des deux espèces. Et je dirais que on ne peut pas dire qui a domestiqué qui au tout début. Bien sûr, à partir d'un certain moment, il y a une décision, un renforcement de cette relation qui est la décision de l'homme. Les frontières entre le loup sauvage et le chien domestique ont mis des milliers d'années à se dessiner.
Retrouver les spécimens de chiens antérieurs à moins 15 000 ans est un vrai casse-tête. Les différences morphologiques entre les deux espèces sont d'autant plus infimes que l'on remonte dans le temps. Une difficulté accentuée par le fait qu'il existait à ces époques lointaines une plus grande variété de loups qu'aujourd'hui. La diversité de ces loups est très mal connue et évidemment, on le comprend très bien, au tout début, les premiers chiens devaient différer très peu de ces loups. Donc il faut qu'on arrive à identifier les petites variations qui sont liées à la domestication et celles qui résultent finalement de la variabilité naturelle très importante de l'espèce Canis lupus. On a longtemps cru qu'un palais élargi par rapport à la longueur du crâne était un caractère de chien. On se rend compte maintenant qu'il y a des régions en Europe ou en Eurasie où les loups avaient des palais plus larges. Donc c'est un critère qui ne fonctionne plus et on est obligé du coup d'utiliser des outils de mesure qui sont beaucoup plus précis, beaucoup plus sophistiqués que ce qu'on utilisait précédemment. Pour remonter le fil de ces lignées très anciennes, on fait maintenant appel à la génétique. Tu prendrais quelle partie? Je trouve que la meilleure c'est prendre d'ici parce que là c'est plus. Là il y a de l'émail. Il y a de l'émail, oui, là. Au laboratoire de paléogénomique et évolution moléculaire de l'École nationale supérieure de Lyon, les chercheurs décryptent les fragments d'ADN extraits de fossiles de canidés, dont certains datent de plus de 14 000 ans. La comparaison entre ces ADN anciens et celui du chien moderne permet de retracer les mutations liées à la domestication. Chez tous les animaux domestiqués, on va avoir donc un changement de la couleur du pelage, on va avoir un raccourcissement des membres, un dimorphisme sexuel moins marqué, donc une différence mâle-femelle moins marquée, des aberrations dentaires, on va avoir un raccourcissement du museau. On peut aussi retrouver des caractères qu'on connaît bien, comme les oreilles qui tombent, donc qui sont des caractères qui maintenant sont sélectionnés pour certaines races de chiens. Et au niveau comportemental, on va avoir une baisse en fait des hormones de stress qui vont inhiber l'agressivité, donc des animaux beaucoup plus dociles, beaucoup plus propices à une relation avec l'homme. Toutes les séquences de gènes obtenues sont ensuite compilées dans de grands tableaux. Les chercheurs peuvent y pointer plus vite des mutations dans certaines régions du génome. Sur certains gènes, on a regardé des mutations bien spécifiques impliquées dans les changements de couleur. Et on a notamment trouvé une mutation bien spécifique qui implique que l'individu aura un pelage noir. Donc on retrouve des individus avec un pelage noir chez des chiens, donc des premiers chiens, et on peut facilement imaginer qu'avoir un pelage noir dans un paysage blanc n'est pas forcément propice ni bénéfique puisqu'on est plus facilement repérable. Alors que dans un contexte de domestication, donc d'animal domestique, ce n'est pas un désavantage. Donc cette mutation est bien apparue chez le chien, donc chez un individu domestique, et cette couleur n'existait certainement pas dans la nature auparavant. La domestication a provoqué des modifications physiques, donné aux chiens des traits plus juvéniles qui plaisent aux humains. Mais aussi des transformations physiologiques, comme la faculté de digérer l'amidon contenu dans les féculents, ce qui est utile pour nettoyer les campements humains. Mais au-delà de ces modifications, la domestication a aussi inscrit profondément dans les gènes des chiens des changements de comportement. À Budapest, au sein du département d'éthologie de la faculté des sciences, le chien est devenu un sujet d'étude majeur. Les scientifiques hongrois cherchent notamment à mettre en évidence les différences entre les chiens et les loups. On s'est intéressé à une situation dans laquelle le loup et le chien sont face à un problème qu'ils ne peuvent pas résoudre pour voir comment les animaux vont réagir. Pour ce faire, les éthologues ont mis au point une expérience qui confronte séparément des chiens et des loups. Des loups non pas sauvages, mais appartenant à une meute habituée à l'homme.
Un morceau de viande, attaché à une sangle, est placé à l'intérieur d'une cage. Seul un bout dépasse à l'extérieur. Dans les deux cas, l'animal doit comprendre qu'en tirant sur la sangle, il récupère la récompense. Le loup s'affranchit de l'exercice sans difficulté. En 2 temps 3 mouvements, le chien récupère lui aussi le bout de viande. Dans un deuxième temps, les choses se compliquent quand les chercheurs attachent la sangle au barreau de la cage. Les animaux ne pourront plus récupérer la récompense. Le loup est déterminé à résoudre le problème seul. Et dans cet exercice qui l'impatiente, la présence des humains lui est complètement indifférente. Du côté du chien, c'est une autre histoire. Malgré les encouragements, le chien abandonne très rapidement et s'en remet aux humains pour qu'ils l'aident. Il faut garder en tête que les deux animaux dans cette expérience ont été socialisés. Le loup et le chien ont la même expérience sociale. Et malgré tout, on voit une différence. Une différence qui est sans doute d'ordre génétique et qui a dû apparaître au cours de l'évolution. Pour le chien, il est normal d'avoir cette interaction permanente avec les hommes, alors que pour le loup, cela importe peu. En s'adaptant à sa niche écologique, le milieu humain, le chien a développé une capacité unique dans le monde animal à communiquer et interagir avec l'homme. Au XIXe siècle, un nouveau chapitre de l'histoire de la relation des hommes et des chiens s'ouvre. Jusque-là, on ne comptait que quelques dizaines de races. Avec la révolution industrielle, émerge une nouvelle classe sociale de bourgeois. Pour faire du chien un symbole de leur réussite, ils vont sélectionner et contrôler les reproductions au gré de leurs envies. Ce processus va donner les 335 races que nous connaissons aujourd'hui. Des races où les extrêmes se côtoient. Entre le poids du plus gros chien et du plus petit, il y a un rapport de 1 à 60. Le chien quitte petit à petit l'espace public et entre dans les familles. D'animal domestique, il devient animal familier. S'ouvre l'ère du chien à tout faire. Véritable couteau suisse, il sert presque à tout, même au pire. Il est absolument certain que l'évolution de nos sociétés a été infléchie par la domestication du chien. Même si on a l'impression que c'est l'homme qui en a décidé et qui l'a maîtrisé, c'est un système chien-homme qui a été généré à ce moment-là et qui finalement a transformé le fonctionnement de nos sociétés. La société est transformée socialement parce que l'animal s'inscrit dans les réseaux sociaux, les modifie. Elle est transformée dans sa représentation du monde, sa vision symbolique du monde animal qui est si importante pour toutes nos sociétés. Cette vision symbolique est transformée parce qu'un animal change de place finalement dans cette vision symbolique. Entre nous, c'est l'amour fou. Nous sommes inséparables. Héros toujours positif et loyal, le chien est partout. Héros de notre vie quotidienne, mais aussi de films, de dessins animés. Bref, on humanise à l'extrême nos compagnons à 4 pattes, quitte à leur faire faire n'importe quoi. On leur prête aussi des sentiments, peut-être pour mieux y projeter nos propres émotions. Mais s'agit-il vraiment de sentiments ?
Les gens disent que les chiens nous manifestent un amour inconditionnel. Selon moi, en réalité, il ne s'agit pas d'amour inconditionnel, mais plutôt d'un attachement inconditionnel. Ils nous voient comme une sorte de figure parentale qui les aide pour résoudre les problèmes, qui leur donne à manger, qui leur amène du bonheur. Je dis toujours que les hommes sont au centre de la vie des chiens. 15 000 ans que nous vivons ensemble et que les chiens s'adaptent à nous. Mais finalement, un chien, qu'est-ce que c'est? Et si on prenait le temps de regarder le monde de leur point de vue? Les chiens perçoivent les couleurs, mais principalement les bleus et les jaunes. C'est pour cela qu'une balle orange dans l'herbe va avoir tendance à se confondre avec cette dernière. Il vaut mieux qu'elle soit jaune. Quand les choses sont en mouvement, c'est une autre histoire. Le cerveau des chiens analyse ce qu'il voit plus rapidement que celui des hommes. Un héritage visuel fort pratique pour la chasse, qu'ils tiennent de leurs ancêtres prédateurs. Mais comment traduire la gesticulation permanente de ces grands bipèdes qui les entourent? Hey Joey, comment ça va? On va faire les premiers tests de pointage de Joey aujourd'hui. Il va bien s'amuser, je pense, et obtenir beaucoup de récompenses. Allez, venez. À l'image de Joey, les chiens étudiés sont des animaux tout à fait ordinaires, amenés par leur maître et qui n'ont jamais participé à aucun test. L'expérience du pointage vise à comprendre si les chiens prennent en compte l'information gestuelle délivrée par un humain lorsqu'ils doivent faire un choix. Joey est concentré sur la récompense que la chercheuse lui présente. L'a-t-elle placée sous une des deux tasses devant elle ou l'a-t-elle gardée en main? Impossible de le savoir. Joey doit s'en remettre à la seule indication gestuelle de la chercheuse. L'étude de Julian Kaminski montre que dans 90% des cas, les chiens lisent correctement notre gestuelle corporelle. Quand on compare la compréhension que peuvent avoir les chiens de la gestuelle humaine avec d'autres animaux, ils se distinguent vraiment. Même nos cousins vivants les plus proches, les chimpanzés, ne sont pas aussi doués que les chiens quand il s'agit de lire les indices corporels fournis par les humains. Cela semble vraiment être une spécialité des chiens, si l'on peut dire. Que les chiens soient si bons à comprendre le pointage est vraiment la première grande découverte que l'on ait faite. Pointer et utiliser une foule d'autres gestes, c'est la manière dont nous communiquons. En fait, on a créé une espèce qui est capable de parfaitement comprendre cette communication. Pour s'adapter à cette nouvelle niche, l'environnement humain, il y a eu une énorme pression sélective sur les chiens pour développer cette capacité qui leur permet de vivre avec nous comme ils le font aujourd'hui. Mais jusqu'à quel degré de lecture peuvent-ils aller? La chercheuse place au sol une croquette. Non. Signifie clairement au chien qu'il ne doit pas y toucher. Et s'assied en lui tournant le dos. Pas l'ombre d'une hésitation chez l'animal. Ne se sachant pas regarder, sa décision est assez rapide. Cela confirme que les chiens prennent bien en compte les gestes et les postures de l'être humain. Ils font attention à tous les indices communicationnels qui proviennent de nous. Les chiens sont aussi extrêmement attentifs à nos yeux quand on communique avec eux. Cela va au-delà de suivre simplement les gestes. La chercheuse va plus loin pour essayer de comprendre leur finesse de lecture. Non. Variation sur le même thème. Cette fois-ci, Julian Kaminski s'assoit face au chien, immobile, les yeux ouverts, fixés sur la croquette. Le chien est face à un dilemme. Il se sait observer. Impossible de désobéir.
même si c'est extrêmement tentant. Au bout d'un moment, la chercheuse ferme les yeux. Ce détail est tout de suite repéré par le chien, et sa réaction ne se fait pas attendre. Les résultats de Julian suggèrent que leur niveau de lecture des êtres humains est si fin que les chiens arriveraient à intégrer les signaux qu'on leur envoie dans leur prise de décision. Une première. On a toujours eu une interaction très proche avec les chiens. On les a utilisés pour des tâches comme la chasse, la garde du bétail. Et ces tâches demandent que les chiens comprennent la communication à distance. Voilà pourquoi nous pensons que nous les avons façonnés pour qu'ils excellent dans l'utilisation de notre communication gestuelle. Humains, tenez-le-vous pour dit. Les chiens passent leur temps à nous observer, même à notre insu, et à anticiper nos réactions, après avoir traqué chez nous les plus infimes indices. Voilà peut-être ce qui explique le sentiment des possesseurs de chiens quand ils disent que leur animal les comprend. Nous leur parlons tout le temps. Que perçoivent-ils des sons ? Leurs oreilles s'orientent en pivotant, ce qui leur permet de mieux localiser les sources sonores. Ils peuvent entendre des sons jusqu'à 4 fois plus loin que l'homme. Ils savent que quelqu'un va arriver avant même que cette personne ne soit visible. Ils captent également des fréquences qui ne nous sont pas audibles, comme le bruit émis par les filaments des ampoules ou encore les pulsations des quartz de nos montres. Une ouïe extrêmement sensible aux variations de fréquence. Des variations que l'on retrouve dans leur vocalisation. La question de savoir si les chiens ont développé l'aboiement pour interagir avec nous divise les scientifiques. Ce que l'on sait, c'est qu'il ne constitue pas un langage au sens où nous l'entendons. Les aboiements transmettent des émotions simples. L'aboiement contient beaucoup d'informations émotionnelles. L'aboiement exprime l'état du chien, s'il est détendu, s'il est anxieux, s'il veut jouer. Et les gens peuvent comprendre cette information juste en écoutant les aboiements. On a découvert que ces informations sont liées aux fréquences. Si un être humain entend un aboiement avec une tonalité élevée, il va déduire que le chien a un problème ou qu'il est en danger, qu'il a peur ou qu'il est anxieux. Si à l'inverse, il s'agit d'un aboiement avec des fréquences basses, un son profond et grave, il en déduira que le chien est en colère, qu'il est agressif, qu'il veut attaquer. On peut faire ces différences de manière assez simple. Au moyen de l'IRMF, l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, qui permet d'observer en temps réel les zones du cerveau activées par des processus ou des émotions, les chercheurs hongrois essayent de comprendre comment la domestication a modifié le cerveau du chien, le rendant plus sensible aux humains et à ses signaux sociaux. C'est la première fois qu'une telle étude est menée sur le cerveau d'un mammifère domestique. Pour la réussite de cette étude, il aura fallu au préalable entraîner des chiens pendant de longs mois. En effet, pour que les images montrent clairement l'activité de leur cerveau, il faut que les animaux soient d'une part éveillés et d'autre part parfaitement immobiles. Une position inconfortable, mais complètement inoffensive pour le chien. Les chercheurs leur font entendre des séries de sons de leurs congénères et des sons d'origine humaine, à la fois courts et longs. Si les vocalisations sont courtes, cela va être assimilé à des émotions positives. Si elles sont longues, cela va ressembler à des pleurs, des émotions négatives. Les humains et les chiens partagent cette similarité du traitement des informations acoustiques. Voilà un cerveau de chien. On voit en différentes couleurs les zones qui s'activent dans son cerveau.
celle qui réagit au son des autres chiens. En rouge, la zone activée par les sons provenant des humains. Et enfin, en vert, tous les autres sons environnants, non vocaux. Les chercheurs constatent que chez les chiens, les 3 couleurs sont présentes. Si les sons de leurs congénères en bleu sont très représentés, les chiens sont aussi extrêmement attentifs à tout ce qui les entoure. Les sons des hommes en rouge et les autres bruits environnants en vert. La même expérience, à partir des mêmes séries de sons, a ensuite été réalisée sur des sujets humains. Comparativement, chez l'homme, le rouge, à savoir les sons d'origine humaine, prédomine presque sans partage. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans les 2 cas, les parties du cortex auditif stimulées sont les mêmes, que ces sons liés à des émotions proviennent des hommes ou des chiens. Les hommes et les chiens traitent les informations émotionnelles provenant des hommes et des chiens de manière très similaire. On est très enthousiasmé par ce résultat, parce que cela pourrait expliquer pourquoi la communication vocale, et en général l'empathie réciproque entre chiens et hommes, marche si bien. Cela pourrait aussi aider à répondre à des questions autour des émotions, si elles sont identiques ou dans quelle mesure elles peuvent l'être. Cela peut donner des idées sur la représentation de la communication gestuelle. Par exemple, que se passe-t-il chez le chien quand il imite le comportement d'un humain ou d'un autre chien? Comment cela se manifeste-t-il dans son cerveau? Une porte sur le cerveau du chien vient de s'ouvrir. Pour la première fois, on constate une similarité de fonctionnement du cerveau entre l'homme et un animal domestique. En va-t-il de même pour les autres mammifères? Impossible à dire pour l'instant. Cette similitude souligne néanmoins une chose. Sans doute en raison de notre proximité écologique, sur le plan des émotions du moins, les chiens seraient plus proches de nous que les chimpanzés, nos cousins généalogiques. L'Institut Max Planck d'anthropologie évolutive de Leipzig est un des hauts lieux de la recherche comparative sur les capacités cognitives des jeunes enfants et celles des primates. Depuis quelques années, les chercheurs allemands s'intéressent aussi aux talents de nos compagnons à 4 pattes. Milou, passe auf. Les chiens utilisent tous les signaux visuels que nous leur fournissons, même à notre insu. Mais en va-t-il de même pour les informations auditives? Guck mal da, das ist ja fein. Guck mal da, das ist ja fein. Dans cette expérience, on commence par attirer l'attention de Milou, le sujet du jour, avec une friandise. Cachée derrière un paravent, la chercheuse place la croquette dans un des 2 bacs. Le chien, derrière le rideau, n'a rien vu de cette opération. Milou, passe mal auf. La position de la jeune femme est importante. Elle parle dans la direction du bac qui contient la croquette, mais se tient à l'opposé de ce dernier. Milou se dirige vers le bon bac. Cela signifie-t-il qu'il comprend le sens des mots? Nous ne partons pas du principe que les chiens comprennent les mots que nous prononçons, mais qu'ils peuvent comprendre, grâce à la direction de la voix, que je souhaite faire passer une information. Par exemple, ici, que la récompense se situe dans ce bac et non dans l'autre. Dans leur longue adaptation à l'homme, les chiens ont appris à nous lire et nous écouter. Mais on sait désormais qu'ils sont aussi capables de repérer dans nos vocalisations des informations plus complexes, comme l'indication d'une direction. Une finesse d'interprétation qui les aide à mieux comprendre les situations qui se présentent à eux. Au-delà de la vue et de l'ouïe, le sens que les chiens utilisent par-dessus tout, c'est l'odorat. Quand un chien pénètre dans un nouvel environnement, nous imaginons qu'il l'appréhende comme nous. Mais quand on voit le monde de son point de vue, on réalise que c'est avec sa truffe qu'il collecte toutes les informations dont il a besoin.
Grâce à elle, il peut remonter le temps et retrouver la trace d'événements qui se sont déroulés des jours, voire des semaines auparavant. Sa truffe est un phénoménal capteur qui intercepte les plus infimes molécules odorantes répandues dans l'air. Son odorat est 1 million de fois plus sensible que celui de l'homme. La muqueuse de ses cavités nasales est 40 fois plus grande que la nôtre. Les capteurs olfactifs qui la tapissent sont aussi beaucoup plus sensibles. Le chien baigne dans un monde d'odeurs en permanence. C'est doté de ce super sens que les chiens explorent le monde. Localiser des sources de nourriture, détecter des proies ou simplement s'orienter dans l'espace, l'odorat sert à tout. C'est pour ça que les chiens humidifient souvent leurs truffes, une façon de mieux fixer sur leurs capteurs olfactifs les molécules odorantes environnantes. Pour trouver des explosifs ou de la drogue, un odorat hypersensible, c'est très pratique. Mais cela peut aller encore plus loin. Les chiens peuvent lire notre corps avec leur odorat. À 1 heure de Londres, au sein de l'association Medical Detection Dogs, on mène des études autour de la capacité des chiens à repérer les odeurs infimes émises par certains cancers. Une capacité qui a longtemps été négligée d'un point de vue scientifique. Il y a beaucoup d'anecdotes. Je crois que le premier cas date de 1980. Un chiot dalmatien léchait constamment le grain de beauté sur le mollet de sa maîtresse. Elle l'a montré à son médecin traitant, qui n'était pas vraiment inquiet, mais qui a quand même décidé de faire pratiquer une biopsie. Après analyse, il s'est avéré que c'était un mélanome malin. Des histoires comme ça, il y en a beaucoup dans le monde, depuis des années. Je pense que les chiens essayent de nous alerter, mais jusqu'à présent, on n'y prêtait pas attention. Autour d'un carrousel sont placés des flacons avec des tampons contenant des échantillons d'haleine de patients en parfaite santé et l'échantillon d'un patient cancéreux. Cet échantillon positif, marqué en rouge, est changé de place tous les 3 essais. À chaque emplacement, il y a des échantillons de patients âgés de 20 à 30 ans sans aucune pathologie, mais aussi des échantillons provenant de gens du même âge ou avec des symptômes similaires aux patients cancéreux. Ils sont très importants car ils contiennent des traces d'infection et de sang, et il faut que le chien fasse bien la différence entre l'odeur du cancer et les autres infections qu'il doit ignorer. Certaines cellules cancéreuses émettent des composés organiques volatiles, et ces odeurs diffusent au travers de l'haleine et de l'urine. On entraîne les chiens à distinguer ces odeurs des autres en les récompensant quand ils réussissent. Ces composés organiques volatiles sont des substances chimiques produites par les tumeurs. Ils présentent un profil olfactif, une signature caractéristique que les chiens détectent. Plus la tumeur est grosse, plus la signature olfactive est forte. On a le cancer colorectal, le cancer de la prostate, le cancer du poumon et celui de la vessie. On ne sait pas si tous les cancers émettent la même odeur ou s'il y a des odeurs spécifiques liées à l'endroit du corps où se trouve le cancer. Après un entraînement de quelques mois, les chiens repèrent les échantillons contenant les marqueurs chimiques cancéreux avec un taux de réussite de 76%. On travaille en partenariat avec des programmes de recherche menés sur les spectromètres de masse et les nez électroniques pour déterminer ce que les chiens repèrent. Comme je l'ai dit, on peut répéter ici l'expérience sur 4 types de cancers, mais ce qu'on ignore, c'est la signature chimique que les chiens repèrent. En collaborant avec ces chercheurs, on aimerait isoler ne serait-ce qu'un groupe de marqueurs chimiques présents que les chiens sentent, puis leur soumettre pour leur demander « c'est ce groupe ? C'est ce groupe de marqueurs chimiques qui vous intéresse ?» Et si ce n'est pas le cas, on revient vers les scientifiques qui nous proposent un autre groupe de marqueurs, et comme ça, on devrait arriver à isoler la signature chimique exacte que les chiens sentent. Mais en attendant, il y a un intérêt du monde médical qui aimerait bien inclure le chien dans la batterie de tests de dépistage actuelle.
tests qui ne sont pas toujours très fiables. Sur le cancer de la prostate, par exemple, ici en Angleterre, les tests sanguins sont à 75% des faux positifs. Cela signifie que 3 hommes sur 4 reçoivent des traitements lourds dont ils n'ont pas besoin. En attendant que ces recherches trouvent leur application, Medical Detection Dogs a mis en pratique cet extraordinaire talent olfactif en plaçant des chiens auprès de malades diabétiques. Lorsque leur taux de sucre dans le sang est trop élevé ou trop bas, leur odeur corporelle change. Les animaux le sentent et les alertent dans l'instant. Good girl, Rabbit. Hi. Good girl. Vue, oui, odorat. Des capacités innées exceptionnelles qui permettent aux chiens de s'ajuster et d'interagir avec nous. Mais au-delà de ses talents naturels, son extraordinaire malléabilité comportementale, sa sociabilité à notre égard, lui offre la possibilité d'apprendre d'autres choses. Les chiens guides d'aveugles en sont le plus bel exemple. Ils ont littéralement la vie de leur maître entre leurs pattes. Entre les deux partenaires, il faut que s'instaure une confiance absolue. Le chien doit aussi comprendre et anticiper les besoins de l'humain. À l'école des chiens guides d'aveugles d'Île-de-France, à Coubert, en Seine-et-Marne, une vingtaine de chiens sont formés chaque année. Avant d'entrer en phase d'apprentissage, les chiots passent par des salles d'éveil et des installations qui simulent l'environnement urbain. Les éducateurs observent comment ils appréhendent différentes situations et détectent quels traits de caractère ils vont devoir accentuer ou corriger. Tu mets le harnais? Oui, c'est bien Titi. Ça. Allez, devant. Une fois adultes, ils sont conditionnés au travail sur un parcours urbain spécialement conçu. Attention. Oui, très bien. L'apprentissage se fait sur la base de la répétition et du renforcement positif. Tu fais attention. Ton travail. Le chien est récompensé quand il réussit. Très bien, Didi. Un chien guide doit savoir s'adapter à tout type d'environnement et de situation. Attention. Ce n'est pas naturel pour un chien de contourner un obstacle quand il pourrait passer dessous. Va. Donne bien, Loulou. Pour le bien de son futur maître, le chien doit aller à l'encontre de ce qu'il ferait naturellement. Il doit apprendre une forme de désobéissance positive en quelque sorte, mais aussi développer un esprit d'initiative. Oui, c'est bien Didi, va devant. Le sens de l'initiative, c'est trouver des solutions, même si son maître, lui, pense pourquoi il s'arrête, pourquoi il ne continue pas, il n'y a pas de raison, allez, continue, il faut que le chien, non, lui, il se dise non, non, là c'est bon, on ne peut pas continuer, on va faire autrement, voilà. Voilà, très bien. Très bien. Une fois placé auprès d'une personne, tout au long de leur vie commune, le chien apprendra à s'adapter à elle en permanence. Faculté d'analyse et esprit d'initiative, c'est à se demander si les chiens n'auraient pas d'autres capacités que l'on ne ferait qu'entrevoir. De là à parler d'intelligence... Normalement, en psychologie, on définit l'intelligence à partir de ce que l'on peut mesurer avec des tests d'intelligence. On ne peut pas faire ce genre de test avec des animaux, bien sûr. Et on sait aussi que chez les humains, ils peuvent ne pas être fiables. Quand on s'intéresse aux animaux, on cherche à voir leur flexibilité dans la compréhension du monde dans lequel ils évoluent. Quelle est leur faculté d'adaptation aux différentes situations? Et dans ce sens, si on prend les hommes comme un problème que les chiens doivent résoudre, alors oui, ils font preuve d'une grande faculté d'adaptation. Et effectivement, on peut voir ça comme une forme d'intelligence.
Bien évidemment, les chiens sont sélectionnés en fonction de la facilité à les dresser. C'est-à-dire qu'on les utilise pour des tâches spécifiques, comme chien d'aveugle par exemple, ou pour détecter des stupéfiants. Ils ont vraiment cette envie de travailler avec les hommes, mais cela ne veut pas dire qu'ils le font pour plaire à l'homme. Ils pourraient tout aussi bien le faire simplement pour recevoir de la nourriture. Nous l'avons entraîné à chasser à nos côtés, garder nos foyers, notre bétail. Le chien a dû s'adapter à un autre mode de vie, dans un nouvel habitat, et comprendre notre monde. Ensemble, nous avons formé un duo unique dans le monde animal. Néanmoins, il reste encore une part de mystère dans ce partenariat. Les chiens peuvent comprendre nos besoins et chercher à nous aider de manière désintéressée. Jess est une épagnole de 12 ans qui accompagne Louise Moorhouse dans la gestion de sa ferme dans le Devon, en Angleterre. Et pendant la saison des agneaux, Jess fait quelque chose d'exceptionnel. Elle aide la fermière, dépasse son instinct naturel à chasser les moutons et leur donne elle-même le biberon. Elle a commencé quand elle était chiot. On ne lui a pas appris. Mais comme la plupart des choses qu'elle fait, on ne lui a jamais rien appris, elle a intégré ça toute seule. Je lui demande vraiment comme à une personne. Va me chercher le seau, va nourrir les agneaux, va chercher le biberon. Et elle sait exactement ce que je veux dire. C'est assez fascinant. Mais je ne vois pas ça comme de l'apprentissage. Elle est comme ça. C'est ce qu'elle fait. J'ai le sentiment qu'elle devait se sentir comme une auxiliaire et qu'elle se devait d'être impliquée. Bien sûr, c'est un chien et elle se comporte exactement comme un chien. Mais il y a quelque chose de plus avec elle. Pour être franche, je ne serais vraiment pas surprise si un jour elle se mettait à parler. Ça lui ressemblerait tellement. C'est pas vrai ? Le couple que forment Louise et Jess atteint un niveau de compréhension mutuelle qui va bien au-delà de la relation homme-chien. Elles sont un peu comme le miroir l'une de l'autre. Elles sont le symbole de cette formidable aventure de plus de 15 000 ans qui voit le rapprochement toujours plus étroit de deux espèces animales. Une histoire qui raconte comment elles se sont adaptées l'une à l'autre. Et tant qu'il y aura des chiens comme Jess pour nous surprendre, il n'y a aucune raison que cette relation s'arrête.